Je m'appelle Claire Mercier, j'ai 45 ans et je m'apprête à vous raconter le genre d'histoire qui pousse les gens à choisir leur camp avant même d'avoir fini le premier paragraphe, car sur le papier, j'ai tout l'air d'être la méchante. J'ai élevé mes filles seules pendant la majeure partie de leur vie après que leur père est parti courir après un avenir plus glorieux, et puis, quand il est revenu, remarié, stable, brillant comme une version rebrandée de lui-même. Mes filles m'ont annoncé que sa nouvelle femme s'intégrait mieux à leur vie, alors je les ai laissées partir. Ce n'est pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que j'ai enfin compris quelque chose qui m'a pris 20 ans à assimiler, l'amour sans limite fait de vous un meuble, utile, silencieux, tenu pour acquis. Et quand elles sont revenues en pleurant, pleines de regrets et de peur, voulant que je redevienne leur maman comme si de rien n'était, j'avais déjà commencé à tourner la page. Allez, prenez votre popcorn parce que c'est une sacrée histoire. Je vis près de Tours, dans un quartier calme, dans une maison dont le crédit est totalement remboursé, une chose dont je suis bizarrement fier. Je travaille comme coordinatrice logistique pour une société de transport régional, un salaire correct, des horaires normaux la plupart du temps, le genre de boulot dont on ne se vante pas dans les dîners mais qui paie les factures et garde la vie stable. Je suis entré dans la chaîne d'approvisionnement juste après mon BTS parce qu'on m'avait dit que les gens auraient toujours besoin de déplacer des choses d'un point A à un point B, et il s'avère qu'ils avaient raison. Avant, je pensais que la stabilité était ennuyeuse, maintenant je sais qu'elle n'a pas de prix. J'ai rencontré mon ex-mari, Marc, quand j'avais 25 ans. C'était le genre d'homme qui n'entrait pas simplement dans une pièce, il faisait une apparition. Il était charmant sans effort, drôle d'une manière qui vous donnait l'impression d'avoir été choisi quand il posait les yeux sur vous. Nous nous sommes rencontrés parce que je faisais un détartrage en centre-ville et il remplaçait quelqu'un à l'accueil, souriant comme s'il n'avait jamais passé une mauvaise journée de sa vie. Le cabinet sentait la menthe et l'angoisse, je m'en souviens très bien, le bruit des fraises, les néons, les petits gobelets d'eau jamais suffisants, et puis il y avait Marc, penché sur le comptoir avec un sourire qui disait qu'il m'attendait. On a parlé du match de foot de la veille, puis on a pris un café, puis un autre café qui s'est transformé en dîner, puis un dîner qui a fini par sa brosse à dents à côté de la mienne comme si elle avait toujours été là. Il avait 23 ans à l'époque, jeune, agité, plein de rêves qui ne rentraient pas dans une vie normale. Il parlait de voyage comme si c'était de l'oxygène, il voulait faire quelque chose de grand, tout voir, devenir quelqu'un, et j'aimais ça chez lui, j'aimais qu'il donne l'impression que le monde était plus vaste. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 8 mois avant que je découvre que j'étais enceinte de notre première fille, Manon. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas romantique, c'était un test avec 2 lignes roses et un silence si lourd que je pouvais entendre mon propre cœur battre. Marc a regardé le résultat comme si c'était un défi, puis il a levé les yeux et a dit « D'accord, on va le faire », pas excité, pas terrifié, juste engagé comme s'il acceptait une offre d'emploi. Nous nous sommes mariés à la mairie avec nos parents, pas de grand mariage, pas de vœux sophistiqués, juste des papiers, des promesses et le sentiment, du moins de mon côté, que nous construisions quelque chose de réel. Manon est née en mars 2003, 3,2 kg et absolument parfaite. Je me souviens l'avoir tenue à la maternité, sa toute petite main serrant mon doigt comme si j'étais le monde entier, et j'ai pensé c'est ça, c'est ce que la vie est censée être. Marc semblait heureux au début, il la tenait, prenait des photos, la montrait comme un trophée qu'il avait gagné, mais même à l'époque, j'ai remarqué quelque chose que je ne savais pas encore nommer, il aimait l'idée d'être père plus que la réalité de l'être. 2 ans plus tard, nous avons eu Léa, une autre grossesse surprise. À ce moment-là, je pensais que nous étions rodés, je pensais que nous savions gérer les parties difficiles, les sacs à langer, les biberons de minuit, les horaires de crèche, les factures. Je pensais que nous étions une équipe, mais après la naissance de Léa, quelque chose a changé chez Marc. Ça a commencé petit, il restait plus tard au travail, il parlait plus de ce qui nous manquait que de ce que nous avions, il faisait défiler des vidéos de voyage à table comme si notre vie était une page de publicité qu'il avait hâte de passer. Puis, vers 2007, Manon avait 4 ans, Léa 2 ans, Marc est devenu agité d'une manière tranchante, comme un couteau qu'on sent même sans qu'il vous touche. Il a commencé à prendre des cours, à rejoindre des groupes, à faire du réseautage, à aller à des ateliers le week-end qui traitaient soi-disant de business, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Il utilisait ces mots comme une armure et j'essayais de le soutenir, vraiment, j'adaptais mon emploi du temps, je prenais des tâches supplémentaires, je rendais les choses plus faciles à la maison pour qu'il puisse poursuivre son avenir. Je me disais que c'était ça le mariage, 2 personnes qui se poussent vers leur meilleure vie, mais au fil des années, j'ai cessé d'avoir l'impression qu'on poursuivait quelque chose ensemble, j'avais plutôt l'impression de tenir la corde pendant qu'il grimpait pour s'éloigner.
En 2009, les fissures n'étaient plus subtiles, Marc a arrêté de faire semblant d'être heureux, il rentrait à la maison avec ce regard vitreux comme s'il était déjà parti et qu'il n'avait simplement pas encore fait ses valises. Il parlait d'opportunités, de gens qui ne se contentaient pas de peu, de la façon dont notre ville semblait petite et étouffante. Puis un soir, il l'a dit, je me sens piégé. Il ne l'a pas dit comme une confession, il l'a dit comme une accusation, comme si j'avais construit la cage et verrouillé la porte. Les filles l'ont remarqué, les enfants le remarquent toujours. Manon a commencé à demander pourquoi papa était toujours sur son téléphone, Léa a commencé à faire des cauchemars, se réveillant en pleurant, me suppliant de ne pas la quitter, je la prenais dans mon lit et je chuchotais « Je suis là, je ne vais nulle part ». Mais il y avait toujours une pause avant que je le dise parce que je ne pouvais le promettre pour personne d'autre. Mars 2010, juste après le 7e anniversaire de Manon, Marc m'a fait asseoir à notre table de cuisine, la même table où on avait fait les devoirs, la même table où Léa avait renversé du jus 100 fois, la même table où j'avais un jour imaginé des dîners de famille éternels. Il n'a pas pleuré, il n'a pas tremblé, il avait l'air soulagé. Je ne peux plus faire ça, a-t-il dit, le mariage, la routine, la responsabilité. Il a dit qu'il avait rencontré quelqu'un via un de ses groupes, une certaine Audrey, qui voyageait, qui vivait librement, qui lui montrait ce que la vie pouvait être sans obligation. Obligation, c'était son mot pour nos filles. Il a dit qu'il voulait divorcer, qu'il déménageait, qu'il avait besoin de se trouver, et puis il a dit la phrase que j'entends encore quand la maison est trop calme, les filles seront mieux avec toi, tu es stable, tu es doué pour ça, je ne suis pas fait pour être un père ordinaire. Je lui ai demandé s'il voulait la garde, il n'a même pas hésité, non. Comme si c'était une décision facile, comme si ça ne lui coûtait rien. Il a dit qu'il viendrait les voir quand son emploi du temps le permettrait, qu'il appellerait, qu'il enverrait de l'argent, il a dit beaucoup de choses et puis il est parti, juste comme ça. Laissez-moi vous parler de la vie de mère célibataire avec 2 filles de moins de 8 ans tout en travaillant à temps plein, c'est exactement aussi chaotique que ça en a l'air. Les premiers mois après le départ de Marc ont été brutaux. Manon a arrêté de parler à l'école, Léa a recommencé à faire pipi au lit alors qu'elle était propre depuis des années, toutes les deux demandaient quand papa allait revenir et je devais expliquer encore et encore que papa habitait ailleurs maintenant mais qu'il les aimait toujours. Le mensonge avait un goût amer à chaque fois. J'ai appris à coiffer correctement des cheveux en regardant des vidéos à 6 heures du matin avant le travail, je suis devenue experte pour préparer des lunchbox qui ne leur vaudraient pas de moquerie. J'ai compris quel professeur avait besoin d'emails hebdomadaires et lesquels m'incluraient automatiquement dans chaque message parce qu'ils voyaient bien que j'étais le seul parent présent. Mon travail était compréhensif jusqu'à ce qu'il ne le soit plus, j'ai épuisé mes jours de congé pour gérer les enfants malades et les urgences scolaires, j'ai commencé à ramener du travail à la maison le soir. Tapant des rapports d'expédition tout en mangeant des restes de nuggets au comptoir de la cuisine, essayant de garder les yeux ouverts. Et Marc, il appelait peut-être une fois par mois au début, toujours de quelque part de nouveau, toujours avec une excuse, toujours avec une promesse « je passerai bientôt ». Après le 3e anniversaire manqué, Manon a arrêté de demander. Léa a tenu plus longtemps, elle continuait de laisser des dessins près de la porte d'entrée comme s'il allait entrer et les voir, puis un jour elle a doucement arrêté et notre maison est devenue une forteresse. 3 chambres, une salle de bain, un petit jardin avec une balançoire que j'ai montée un week-end pendant que les filles m'aidaient en me tendant les mauvaises vis et en rigolant comme si rien au monde ne pouvait nous briser. Je ne le savais pas alors, mais cette forteresse allait tenir des années et un jour elle serait testée par un simple SMS d'un numéro que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Si vous m'aviez demandé à l'époque comment j'ai survécu à la première année seule, je vous aurais dit que je n'ai pas survécu, j'ai juste continué à avancer assez longtemps pour que le chagrin ne me rattrape jamais complètement. Les jours se confondaient, les matins commençaient avant le lever du soleil et finissaient longtemps après que les filles se soient endormies. J'ai vite appris que la structure n'était pas juste utile, c'était de la survie, petit déjeuner à 7 heures, école à 8 heures, travail, récupération, devoirs, dîner, bain, histoire, extinction des feux, répété. La maison a cessé de paraître vide et a commencé à paraître étroite, comme si tout tenait grâce à la routine et à la pure volonté, et peut-être que c'était le but. J'ai appris à cuisiner de vrais repas parce que les plats surgelés ressemblaient à un aveu de défaite, des pâtes avec une vraie sauce, du poulet rôti qui n'avait pas le goût du carton. Des légumes que j'apprenais à assaisonner pour que les filles ne les poussent pas dans leur assiette comme une punition. Manon est devenue sérieuse trop vite, elle s'inquiétait de choses dont les enfants ne devraient pas s'inquiéter, si j'avais l'air fatigué, si Léa en faisait trop, si je dépensais trop d'argent. Elle mettait la table sans qu'on lui demande, me rappelait les réunions parents-prof,
elle a appris tôt qu'être utile était une forme d'amour. Léa était l'opposé, tout en question, en mouvement, elle voulait savoir pourquoi le ciel était bleu, d'où venait la pluie et si on pouvait s'il te plaît avoir un chien même si j'avais dit non 17 fois. Elle m'empêchait de sombrer trop profondément dans mes pensées, me forçait à rire quand je n'en avais pas envie. C'était de bonnes gamines, pas de façon prétentieuse, juste des enfants gentilles, résilientes et attentionnées qui s'adaptaient à une vie qu'elles n'avaient pas choisie. Les appels de marque sont devenus moins fréquents, mensuel c'est devenu trimestriel c'est devenu les vacances sont devenues des SMS qui disaient des choses comme « dis aux filles que je les aime » comme si l'amour pouvait être sous-traité. Les cadeaux d'anniversaire se sont transformés en cartes cadeaux, les cartes de vœux sont devenues génériques, finalement même ça s'est arrêté. Au moment où Manon est entrée au collège, les filles ont totalement arrêté de mentionner leur père. Quand les camarades demandaient, elle haussait les épaules et disait qu'ils vivaient loin, c'était plus facile que d'expliquer l'abandon. Les années ont passé comme ça, pas des années dramatiques, juste la vie, les projets scolaires, les frais de sport que je pouvais à peine payer, les soirées parents où j'étais la seule adulte assise seule pendant que les couples chuchotaient entre eux. Je sentais le poids parfois en regardant les familles à deux parents se plaindre de la difficulté des choses, mais alors une de mes filles me regardait et me faisait signe, et le poids se transformait en quelque chose de supportable, de la fierté peut-être, ou un but. Nous sommes restés, et quand les filles sont devenues adultes, elles n'ont pas déménagé tout de suite, pas parce qu'elles ne pouvaient pas, mais parce que nous étions une unité. Manon payait un loyer avec son job étudiant même si je lui disais de ne pas le faire, Léa gérait les courses et cuisinait la plupart des soirs pendant son année sabbatique. Nous avions des dîners tranquilles, des blagues d'initiés, du réconfort, et je pensais bêtement que nous avions traversé le pire, je pensais que la partie difficile était terminée. Puis, un mardi quelconque en août, mon téléphone a vibré avec un numéro que je n'avais pas vu depuis 3 ans, Marc. Salut Claire, je sais que ça fait longtemps mais je suis de retour dans la région, j'aimerais voir les filles si elles sont d'accord, j'ai beaucoup à leur dire. Mon premier instinct a été d'effacer, mon second a été de jeter mon téléphone à travers la pièce, au lieu de ça j'ai fixé le message assez longtemps pour que mon café refroidisse. 14 ans. 14 ans de genoux écorchés, de déjeuners scolaires, de discussions tardives, de peur et de résilience, et maintenant il était de retour. Je n'ai pas répondu, j'ai transféré le message à Manon et Léa avec une seule phrase, c'est votre décision, quoi que vous décidiez je vous soutiens. Manon a répondu la première, je suis curieuse, peut-être qu'on devrait le rencontrer. Léa a suivi, seulement si tu viens avec nous. 2 semaines plus tard, j'étais assise dans un café du centre-ville, une de ces chaînes avec des lateurs de prix et des meubles conçus pour vous faire partir vite, attendant de rencontrer l'homme qui nous avait abandonnés. Il est entré et il ne ressemblait en rien à mes souvenirs, plus vieux oui, mais soigné, confiant d'une manière qui suggérait qu'il avait enfin construit la vie qu'il voulait, juste pas avec nous. Derrière lui se trouvait une femme dans des vêtements sur mesure, posture parfaite, sourire calibré. « Claire, les filles, a dit Marc, voici Audrey, ma femme. » Femme. Manon et Léa ont écarquillé les yeux. Audrey s'est assise comme si elle était chez elle, a commandé une boisson avec un nom que je ne reconnaissais pas, a souri aux filles comme si elle s'était entraînée devant un miroir. Et alors qu'elle commençait à parler de nouveau départ, de seconde chance, de guérison, j'ai réalisé quelque chose de froid et tranchant s'installer dans ma poitrine, ce n'était pas des retrouvailles, c'était une négociation. Audrey a parlé en premier, elle avait ce ton doux et prudent, chaque mot mesuré, chaque pause intentionnelle, le genre de voix qui fait que les gens se penchent sans réaliser qu'ils sont guidés. Je sais que ça doit être bouleversant, a-t-elle dit en croisant les mains sur la table, mais je veux que vous sachiez toutes les deux à quel point Marc regrette profondément les choix qu'il a faits. Regret, un mot si propre pour 14 ans d'absence. Marc a hoché la tête à côté d'elle, les yeux rivés sur Manon et Léa comme s'il avait peur de me regarder trop longtemps. Je n'étais pas prêt à l'époque, a-t-il ajouté, j'ai fait des erreurs mais j'ai beaucoup mûri. J'ai gardé mon visage neutre, si je commençais à réagir je n'étais pas sûr de m'arrêter. Audrey s'est penchée légèrement en avant, nous ne sommes pas là pour perturber vos vies, nous voulons juste une chance, une vraie. Léa a parlé la première, sa voix calme mais ferme, qu'est-ce que ça veut dire? Marc a souri, soulagé que quelqu'un ait enfin posé la question, ça veut dire que je veux faire partie de vos vies à nouveau, pas juste une voix au téléphone. Audrey est intervenue avec fluidité, nous avons acheté une grande maison à Bordeaux, c'est spacieux, proche de belles opportunités, nous aimerions que vous veniez visiter, apprendre à nous connaître, construire quelque chose de nouveau ensemble. Construire.
comme si rien n'existait avant ce moment. Manon m'a jeté un coup d'œil, j'ai gardé mon expression vide, les mains enroulées autour d'un café que je n'avais pas touché. Audrey a continué, Marc et moi croyons que les familles peuvent être choisies, reconstruites, même quand les choses ont mal tourné. C'est la première fois que mon estomac s'est noué parce qu'elle n'a pas dit réparer, elle a dit reconstruite. Marc s'est raclé la gorge, je sais que je n'étais pas là, mais je le suis maintenant. Puis Audrey a ajouté presque nonchalamment, je suis avocate en droit de la famille, donc je comprends à quel point ces reconnexions peuvent être compliquées. Évidemment qu'elle l'était. La réunion s'est terminée par des câlins raides et incertains, des promesses de s'écrire, de prévoir quelque chose bientôt. En sortant, j'avais l'impression de venir de regarder quelqu'un poser les fondations d'une maison dans laquelle il prévoyait de faire emménager mes filles, que ça me plaise ou non. Le trajet du retour a été silencieux. Manon regardait par la fenêtre, Léa faisait défiler son téléphone, le pouce en mouvement met les yeux dans le vide. Finalement j'ai demandé, qu'est-ce que vous en pensez ? Manon a haussé les épaules, je ne sais pas, une partie de moi est en colère, une partie est juste curieuse. Léa a hoché la tête, Audrey avait l'air sympa et papa, Marc, il avait l'air différent. Différent. Ce mot m'a suivi comme une ombre. Au cours des mois suivants, Marc et Audrey sont devenus une présence, pas écrasante mais stratégique, invitation le week-end, dîner décontracté, SMS pour prendre des nouvelles, photos d'une vie qui avait l'air facile et chère. Audrey se souvenait des anniversaires, Marc posait des questions sur les études comme s'il rattrapait le temps perdu. Ils essayaient, et c'est ce qui rendait la chose dangereuse. Manon a commencé à parler de la carrière d'Audrey, à quel point c'était impressionnant, à quel point elle semblait confiante, courageuse d'avoir bâti une vie si réussie. Courageuse. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai failli saigner. Léa est rentrée un soir avec un ordinateur portable flambant neuf, Audrey et Marc me l'ont offert, a-t-elle dit en essayant d'avoir l'air détendue, Audrey a dit que je devrais avoir les meilleurs outils pour mes cours. J'ai hoché la tête, j'ai dit merci, et j'ai fini mon gratin. Décembre est arrivé avec une invitation, Noël à Bordeaux. Ma famille sera là, a dit Audrey lors d'un dîner, on prévoit quelque chose de vraiment spécial. Manon a hésité, d'habitude on fait Noël ici. Marc a souri doucement, on s'est dit que ce serait sympa d'essayer quelque chose de nouveau. J'ai forcé les mots à sortir, si vous voulez y aller, allez-y, je ne vous en empêcherai pas. Le matin de Noël, je me suis réveillé seul pour la première fois en 21 ans. J'ai fait du café, allumé la télé, essayé de ne pas imaginer ce qu'elle faisait sans moi. En février, la vraie conversation a eu lieu. Les filles m'ont fait asseoir à la table de la cuisine, notre table. Il faut qu'on parle, a dit Manon, et j'ai su. Audrey et Marc voulaient les adopter en tant qu'adultes. Juste de la paperasse, juste une formalité, juste une façon de rendre les choses officielles. Ça ne change rien, a dit Léa rapidement, tu es toujours notre maman. Mais Audrey correspond mieux à nos vies maintenant, a ajouté Manon doucement. Je me suis levé parce que si je ne le faisais pas j'allais m'effondrer. Faites ce que vous avez à faire, ai-je dit, vous êtes des adultes. Cette nuit-là j'ai conduit pendant 3 heures et quand je suis rentré, quelque chose en moi était devenu très calme. Mars est venu sans cérémonie, pas de discours, pas de larmes, juste des signatures sur du papier et un changement de gravité silencieux et irréversible. Manon et Léa ont été officiellement adoptées par Audrey en adoption simple, pas parce qu'elles avaient besoin d'une mère mais parce que la paperasse rend les choses permanentes et la permanence semble plus sûre quand on essaie de se convaincre qu'on a fait le bon choix. Elle vivait toujours avec moi au début, m'appelait toujours maman, mangeait toujours à la même table, mais quelque chose de fondamental avait changé, c'était comme si le centre émotionnel de notre foyer avait été débranché. Manon a commencé à passer plus de week-ends à Bordeaux, Léa parlait de changer d'école pour se rapprocher de la famille. Famille. J'ai appris à quel point ce mot pouvait être recyclé rapidement. Je ne me suis pas battu, je n'ai pas argumenté, je ne les ai pas culpabilisés, je n'ai pas exigé de gratitude pour 20 ans de présence parce que je comprenais quelque chose qu'elles ne comprenaient pas encore, les gens cherchent la facilité quand ils sont fatigués. Et j'avais été la partie difficile de leur vie. J'étais les règles, les horaires, la discipline, le parent qui les obligeait à finir leurs légumes et à faire leurs devoirs. Audrey était les cadeaux, Marc était la rédemption, Bordeaux brillait, alors je les ai laissés partir. Léa a déménagé la première, juste pour quelques semaines a-t-elle dit, en faisant un sac qui contenait bizarrement la moitié de sa chambre. Quelques semaines sont devenues définitives en mai.
Manon a suivi en juin juste après son diplôme. Audrey m'aide avec son réseau pour le boulot, a-t-elle expliqué, de meilleures opportunités là-bas. De meilleures opportunités. En juillet, je vivais seul dans une maison construite pour 3. Je cuisinais le dîner par habitude puis je mangeais des restes pendant des jours, je gardais leurs chambres intactes comme des musées que je ne visitais jamais. Les amis rôdaient, attendant que je m'effondre, je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai commencé à faire des choses que j'avais reportées depuis 2 décennies, je me suis inscrite à une salle de sport, j'ai fait des week-ends de voyage, je me suis mise à la menuiserie parce que j'avais besoin de construire quelque chose de solide qui ne partirait pas. Le sous-sol s'est rempli de meubles à moitié finis et de silence. Et puis quelque chose d'inattendu est arrivé, j'ai commencé à voir quelqu'un. Il s'appelait Laurent, il était calme, stable, chaleureux d'une manière qui n'exigeait rien de moi. Nous nous sommes rencontrés par le travail, rien de dramatique, juste 2 adultes qui riaient facilement et ne portaient pas les blessures de l'autre comme des armes. Il n'essayait de remplacer personne, ne donnait pas son avis sur mes filles, ne rivalisait pas avec des fantômes, il me choisissait moi, et ça a tout changé. Pendant ce temps, les appels ont commencé à arriver, tard le soir, incertains, se fissurant sur les bords. Manon se sentait épuisée d'essayer de suivre la version de la maternité d'Audrey, des activités de bonding constantes qui ressemblaient plus à des performances. Léa se sentait jugée par la famille de Marc, des questions sur ses plans, son ambition, des délais auxquels elle n'avait même pas encore pensé. Elles étaient toutes les 2 malheureuses, et pour la première fois je ne me suis pas précipité pour réparer les choses. J'ai écouté, je suis resté gentille, mais je suis resté immobile parce que j'avais appris la différence entre l'amour et l'effacement de soi, et je ne reviendrai pas en arrière. Ce que personne ne vous dit sur le fait de lâcher prise, c'est que le monde ne s'arrête pas pour vous regarder faire votre deuil, il continue d'avancer silencieusement, implacablement. À la fin de l'été, mes journées avaient un nouveau rythme, un rythme qui ne tournait pas autour de l'attente d'un coup de fil ou de la vérification de calendrier qui n'incluait plus les projets de mes filles. J'allais au travail, j'allais au sport, je rentrais dans une maison qui résonnait moins parce que j'avais arrêté de faire semblant que ce n'était pas le cas. Laurent s'intégrait à ce rythme sans forcer, il ne me demandait pas de tout expliquer, ne fouillait pas, n'essayait pas d'être un héros. On cuisinait ensemble, on se disputait pour rire sur la musique dans la voiture, on faisait des promenades qui n'avaient pas besoin de mener quelque part de profond. Il traitait ma vie comme quelque chose de déjà complet, pas un désordre qu'il devait organiser, et ça comptait plus que je ne l'avais prévu. Les filles appelaient quand elles avaient besoin de conseils, assurances, CV, impôts. Je répondais à chaque fois, calme, stable, présente, mais je ne courais pas après elles, je ne conduisais pas jusqu'à Bordeaux, je ne m'insérais pas dans leur nouvelle vie, je ne rivalisais pas avec les dîners curatés d'Audrey ou les remords soigneusement répétés de Marc. Je restais où j'étais. Septembre a apporté la première fissure. Manon a appelé à 23h un jeudi soir, « Maman tu dors ?» Je ne dormais pas, je ne dormais jamais vraiment. Elle est passée ce week-end-là, elle semblait plus mince, fatiguée d'une façon que le sommeil ne répare pas, portant des vêtements qui n'étaient pas les siens, chers, pointus, inconnus. La maison n'avait pas changé, c'est ce qui la perturbait. Tout est pareil, a-t-elle dit doucement au petit déjeuner. Oui, ai-je répondu, ça l'est. Elle fixait son café comme s'il allait confesser quelque chose, la maison d'Audrey, ça change tout le temps, nouvelles règles, nouvelles attentes, c'est épuisant d'essayer de suivre le rythme. J'ai attendu. Elle continue d'essayer de recréer des souvenirs qu'on n'a jamais eus, a admis Manon, des journées photos, des voyages de connexion, et quand je ne réagis pas de la bonne façon elle est blessée, comme si j'avais raté un examen auquel je ne m'étais pas inscrite. C'est à ce moment-là que j'ai compris, Audrey n'était pas en train d'élever des enfants, elle passait une audition. Manon a pleuré doucement, pas de drame, juste du chagrin qui fuyait. Tu n'es pas obligé de rester là-bas, ai-je dit prudemment. Je sais, mais si je pars, ça donnera l'impression que je la rejette encore. Je ne lui ai pas rappelé que le rejet n'avait jamais arrêté Audrey auparavant. Octobre, Léa a appelé, même histoire, détails différents, jugement, pression, performance, une vie qui semblait parfaite sur Instagram mais sonnait faux dans ses os. Et pourtant je n'ai pas dit reviens à la maison, j'ai dit tu es la bienvenue ici, toujours, parce qu'il y a une différence. Novembre a apporté le message que je n'attendais pas. Audrey m'a envoyé un SMS, les filles posent des questions sur vos traditions de Noël, serais-tu prête à partager des recettes ou des idées ? Je veux qu'elles se sentent chez elles. J'ai fixé l'écran un long moment,
elle voulait le plan d'architecture d'une vie qu'elle n'avait pas construite. J'ai répondu poliment, brièvement, vous devriez créer vos propres traditions, ce sont des adultes maintenant, laissez-les choisir ce qu'elles veulent. Neutre, professionnel, définitif. Décembre est arrivé avec la neige et l'hésitation. Les deux filles ont demandé si elles pouvaient rentrer à la maison pour Noël. Pas visiter, rentrer. J'ai dit oui. Je n'ai pas mentionné que Laurent serait là. La veille de Noël, elles sont arrivées avec des bagages et de l'incertitude, plus vieilles, plus calmes. Laurent est venu pour le dîner, gentil, respectueux, présent, il n'a pas joué la comédie, n'a pas rivalisé, n'a pas bronché quand Manon l'a étudié comme s'il réécrivait une règle qu'elle ne pensait pas modifiable. Après son départ, les filles m'ont fait asseoir dans le salon. On te doit des excuses, a dit Manon. Léa pleurait. Elle voulait revenir, annuler les 6 derniers mois, redevenir une famille, et pour la première fois de ma vie je n'ai pas dit oui. Nous étions assises dans le salon comme avant, même canapé, même table basse, même lampe qui clignotait si on la bousculait, seulement maintenant il y avait 3 adultes au lieu d'une mère et 2 enfants. On a merdé, a dit Manon la voix serrée, l'adoption, le déménagement, choisir Audrey et papa plutôt que toi. Léa a essuyé son visage avec sa manche, on pensait qu'on faisait le truc mature, donner une chance à tout le monde. J'ai laissé le silence s'étirer parce qu'il ne s'agissait pas de se précipiter pour les réconforter, il s'agissait de dire la vérité sans cruauté. Je vous ai pardonné au moment où vous êtes partis, ai-je dit finalement, mais le pardon ne signifie pas que je prétends qu'il ne s'est rien passé. Manon a froncé les sourcils, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux vous aimer sans réorganiser ma vie entière pour que vous vous sentiez mieux par rapport à vos choix. Léa a eu l'air paniqué, on ne t'utilise pas comme roue de secours. J'ai croisé son regard doucement, il y a 6 mois vous m'avez dit qu'Audrey s'intégrait mieux à vos vies, ce n'était pas un lapsus, c'était de la clarté. La pièce semblait lourde. Donc on n'a plus notre place ici, a demandé Manon. Vous avez votre place dans ma vie, ai-je dit, mais pas comme des enfants qui peuvent aller et venir sans conséquence. Vous êtes des adultes, vous avez fait des choix d'adultes, maintenant nous vivons tous avec. Elles sont restées pour Noël, c'était tendu mais honnête, pas de faux semblants, pas besoin de prétendre que je n'avais pas changé ou qu'elles n'avaient pas changé. Quand elles sont parties, la maison semblait calme mais pas creuse. Janvier, février, mars ont passé. Les appels sont devenus de vraies conversations, pas des demandes, pas de la culpabilité. Audrey s'est effacée dans une distance polie, Marc a envoyé des excuses qui ressemblaient plus à une recherche de soulagement qu'à des remords, je n'ai pas répondu. Laurent est resté, stable, gentil, choisi. Manon a commencé à chercher des appartements plus près de la maison, pas pour réemménager, juste plus près. Léa a pris son temps, a ralenti, a commencé à se choisir elle-même plutôt que de chercher l'approbation. Et moi, j'ai continué à vivre, pas comme un lieu où revenir, mais comme une femme avec une vie qui vaut la peine d'être vécue.